Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui s'intéresse aujourd'hui au Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Un grand rendez-vous qui est aujourd'hui à sa 3e édition. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Pourquoi cette initiative? Entre autres questions que nous allons poser à son promoteur, M. Luc Missi-Dembazi. Et notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je le disais, Oziane est à sa 3e édition. En prenant cette initiative, sans doute, vous avez fait des constats par rapport à l'écosystème numérique au Congo et en Afrique centrale de manière générale. Alors, quel est votre constat? Merci déjà de m'inviter à cette émission. Le premier constat, c'était l'absence d'une plateforme d'échange entre les différents acteurs. Une plateforme où on allait avoir la possibilité de voir, d'examiner, d'analyser les sujets qui touchent les technologies de l'information et de l'innovation en Afrique centrale. Et donc, c'est la première motivation. La deuxième, c'était d'avoir autour de toutes les institutions qui étaient parties, la plupart en phase, de mettre des cadres réglementaires et de régulation, les acteurs qui accompagnent le développement de l'Internet, les acteurs de l'innovation, les rapprocher de ces décideurs, de ces institutions. Et de là est né le salon. Alors, un salon, un forum, des regroupements comme ça, on en est très très habitué sur le continent, mais beaucoup sont les acteurs qui estiment que ça ne donne pas grand-chose, les gens se voient, rigolent entre eux, se tapent dans le dos, mais concrètement, en quoi Oziane fait la différence pour remédier à toutes ces idées reçues qui n'apportent pas grand-chose en fait? Bon, déjà, on va faire l'exception. S'il y a des critiques, on les vit aussi, comme tous les autres salons. On essaie depuis 3 ans, dans un contexte bien particulier, où les technologies essaient de trouver une place pour s'affirmer, d'exister. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Ça veut dire que les gens qui viennent préparer le terrain, ils savent rencontrer des partenaires, ils savent rencontrer des potentiels clients. Et les conséquences, en fait, les résultats d'un salon ne sont pas toujours immédiats. On rencontre des gens et on ne se rend pas compte que souvent, les contacts économiques, les contacts que nous avons avec certains partenaires, on les fait dans les salons. Ici, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savaient pas ce que c'était que l'ICANN. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savaient pas qu'il y avait des adresses publiques qui appartenaient à des entreprises privées et qui, quand elles arrivaient, elles découvraient Afrinic. On essaye de leur apporter l'information et de les aider à récupérer leurs adresses. Il y a des entreprises comme les banques qui rencontrent, là où elles ne rencontrent pas souvent dans les guichets ou dans les bureaux de commerciaux, des acteurs qui peuvent proposer des solutions dans cette phase de digitalisation des services. Donc, le salon reste quand même une plateforme où il y a des rencontres assez importantes et surtout des ateliers, des workshops qui permettent de renforcer la compréhension des structures. Après, nous, l'exception, je n'ai pas fait de benchmark pour comparer avec d'autres salons. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Oziane est l'une des rares plateformes où on a institutions publiques, on a la société privée, on a des professionnels de tout genre, pas seulement de l'industrie du numérique, on a les gouvernements et on a aussi la société civile. Et tous ensemble, nous travaillons, nous participons à des réunions avec des recommandations très fortes, avec des sujets d'actualité, des sujets du moment sur la 4, 5G, sur les problèmes de la monnaie électronique. Et donc, c'est l'une des particularités. Et cette année, on a ajouté une couche qu'on n'avait pas les 2 précédentes éditions. C'est le volet business, le volet consacré aux chefs d'entreprise. Alors, le salon s'est tenu dans la capitale congolaise, mais il n'y avait pas que des Congolais, on a vu des acteurs, et des acteurs même de premier plan qui sont venus d'autres pays de l'Afrique centrale. Ça part de quelle logique? Trouver une solution sous-régionale aux problèmes qui se posent dans le secteur? Déjà, le numérique seul, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, on se retrouve, on a les institutions internationales comme l'Afrinik, comme l'Union internationale des télécommunications, comme l'ICANN, ont bien compris qu'il faut se rapprocher des pays et ils ne vont pas y aller pays par pays. Donc une plateforme sous-régionale est toujours bienvenue pour pouvoir parler à plusieurs pays, représentants de pays en même temps. Donc effectivement, on a eu la présence de certains ministres, donc des gouvernements du Gabon, de la RDC représentés par des ministres et d'autres comme le Cameroun, comme le Burundi et d'autres par des directeurs généraux des régulations, des agences du numérique. Et cette dimension internationale est justifiée
par le fait qu'aujourd'hui, la mutualisation, les synergies qu'il doit y avoir au niveau de l'Afrique centrale sont indispensables pour avancer, pour rattraper notre retard. Je ne veux pas dire un retard, mais pour aller de l'avant, pour progresser. On ne peut pas aujourd'hui gérer des flux Internet que dans un seul pays parce que nous sommes frontaliers avec d'autres pays où nous devons traverser leur pays, où nous devons parfois passer même par leurs infrastructures. Donc c'est un problème qui touche un peu, qui est un problème qu'on doit traiter de façon consensuelle. L'autre aspect, je vous donne un petit exemple du roaming. Si vous voulez parler de roaming, vous devez avoir vos interfaces, les autres pays à vos côtés pour en parler. Donc la dimension internationale est importante dans la mesure où aussi les services que nous avons aujourd'hui n'ont pas de frontières. Aujourd'hui, si je mets à Brazzaville une plateforme de services à la disposition des utilisateurs, qu'ils soient au Cameroun, au Gabon, en RDC, j'ai pas besoin d'être physiquement dans ces pays. Mais les plateformes Internet nous offrent la possibilité d'apporter nos services à tous ces pays. Donc, on est tous concernés par cette problématique de technologie de l'information à travers Internet, et l'innovation, elle touche tous les pays, d'où l'importance d'avoir une plateforme plus solide, plus, on va dire, robuste, qui répond aux problèmes actuels de technologie. Parlons un peu de volet thématique, parce qu'on a vu que les discussions tournaient autour de certains thèmes, évoquant des problèmes qui se posent vraiment dans ce secteur-là. Entre autres thèmes, on a parlé de la confiance numérique, et autour des discussions, on a montré quand même que le risque existe. Selon vous, est-ce que le risque est plus grand en Afrique que partout ailleurs ? Le risque est le même partout, c'est comme dans le monde actuel. On a chaque zone de l'univers a ses problèmes, a ses menaces. On a moins de menaces terroristes dans un pays où il n'y a pas trop de ce genre de choses, mais il y a peut-être des problèmes d'insécurité. Il y a toutes formes de menaces aujourd'hui dans le monde, et ce sont ces formes de menaces qu'on retrouve sur la toile, sur Internet. Il faut dire qu'Internet, c'est une plateforme duale qui a le bien et le mal, le développement et on va dire la destruction, parce que nous sommes dans un espace qui appartient à tout le monde. La jeunesse africaine est quand même souvent mise à l'index par rapport à tout ce qui se passe de malveillant sur la toile, et cette jeunesse, parce qu'elle est un peu désœuvrée à cause du taux de chômage très élevé, mais cette jeunesse dit également que la cybercriminalité est souvent du fait des informaticiens, des initiés en la matière. Est-ce que ce n'est pas quelque part vrai? Est-ce qu'on ne fait pas un faux procès en croyant que c'est eux qui passent du temps sur Internet, qui font ce qu'ils ne devraient pas faire? C'est ce que je dis. On indexe peut-être à tort la jeunesse africaine, mais je suis désolé, les hackers, ils ne viennent pas forcément de l'Afrique. Il y en a partout dans le monde, avec des compétences parfois plus importantes que les nôtres. Il y a une situation économique, sociale en Afrique qui fait que notre jeunesse soit plus démunie que d'autres, mais ce n'est pas ce qui est la première raison des actes malveillants sur le net. Ce n'est pas ce qui fait qu'il y ait des attaques, des usurpations. C'est des phénomènes qui existent déjà dans la société. Et on les trouve en dehors du net, dans les marchés, dans les places publiques et tout. Maintenant, le net aujourd'hui, les jeunes Africains, moi je pense qu'ils ont besoin de formation. Vous voyez que si vous avez fait un tour pendant le salon, vous avez des salles remplies par des jeunes qui demandent juste d'apprendre. Ils veulent apprendre parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, sans cet apprentissage, ils sont quasiment en marge de l'évolution technologique. Et ces jeunes sont souvent aussi les mêmes qui, aujourd'hui qu'on appelle entre guillemets start-up, qui développent des solutions pour les populations qu'elles connaissent, des populations dont ils connaissent les problèmes. Je veux dire qu'aujourd'hui, un jeune de Brazzaville ou de Cotonou ou de Lomé, de Douala, va apporter une solution digitale à ces populations de façon plus efficace qu'un jeune qui vient d'Europe, parce qu'il connaît l'environnement. Et aujourd'hui, le numérique, c'est ça. C'est répondre à des besoins des utilisateurs, des usagers, conformément à leurs attentes. Pas parce qu'on sait... Je vous prends un exemple. Vous avez sorti une carte GPS avec des radars, avec tout ce que vous voulez. Bon, je sais qu'à Douala, il y a des radars, mais ce n'est pas des radars qui sont facilement repérables, géolocalisés et tout. On a nos problèmes. Et il faut que ces problèmes-là trouvent des solutions grâce au digital. Et il n'y a que des jeunes, il n'y a que ceux qui habitent dans ces environnements qui peuvent apporter les meilleures solutions. Et pour cela, ils ont besoin de formation. Oui, mais il y a un nombre de jeunes quand même qui sortent de la formation post-bac et qui se demandent, bon, je vais aller dans le sens du numérique. Mais ils sont un peu perdus.
parce qu'il n'y a pas d'orientation stricte en la matière. Ils disent je veux faire telle chose, mais on ne connaît pas vraiment le circuit emprunté. Et en Afrique, il y a aussi l'offre en termes de centres de formation. Est-ce que c'est des problèmes qui se posent avec acuité? Est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants prennent les bonnes mesures afin que cela soit structuré et qu'on trouve rapidement une solution à cela? Alors, il faut trouver le juste milieu. Le problème de l'éducation, de l'orientation et des structures universitaires n'est pas un problème du numérique. C'est un problème de l'éducation nationale en premier. Et donc, le gouvernement, quand il traite ce type de problème, les gouvernements les traitent dans un volet purement d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le numérique facilite un peu les choses. Le facilite parce que améliore, d'abord, vous parlez d'orientation, donne une meilleure information, plus d'informations aux jeunes pour savoir quels sont les établissements qui sont disponibles en Afrique ou dans un pays ou ailleurs. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes jeunes, ils ont la possibilité d'avoir des cours en ligne. Peut-être pas des cours, mais de l'information en ligne. Donc, il faut nuancer il faut nuancer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, le numérique apporte, malheureusement, c'est pas encore structuré, ça devient un danger, apporte une solution, c'est-à-dire de faire des cours en ligne. Mais les difficultés que nous avons, par exemple, d'orientation dans le numérique, ce sont les mêmes qu'on a quand on veut s'orienter en biologie, en mathématiques, en physique, ce n'est pas le numérique. Maintenant, vous posez un problème fondamental. C'est le problème de est-ce qu'on a des structures et des filières qui répondent aux métiers nouveaux qui sont engendrés par le numérique. Ça, c'est un problème profond parce que le numérique n'est pas un corps de métier. Le numérique en lui-même, ce n'est pas une matière. Vous allez apprendre à développer, vous allez devenir un développeur. Vous allez apprendre à faire de l'informatique, à gérer l'informatique industrielle, à connaître aujourd'hui l'infrastructure, la constitution des ordinateurs, des systèmes d'information, des réseaux. Ça, c'est un métier de réseau. C'est l'industrie des télécommunications. Le numérique en lui-même, aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de banques au salon, apportent des solutions. Comment je vais gérer mon argent? C'est pas de l'argent qu'on a numérisé, mais c'est la manière de gérer mes transactions financières, mes opérations financières. Et donc, pour ça, il faut que les corps de métier intègrent dans leur filière de formation des options, des modules de digitalisation. Et là, en fait, vous voyez, quand on a commencé l'informatique, c'était l'informatique de gestion. Ce sont les gestionnaires, des comptables qui ont commencé à plus utiliser l'informatique au début, parce qu'ils répondaient à un besoin de la gestion des finances des clients. Et aujourd'hui, donc, une filière proprement dite du numérique, c'est un peu difficile. Mais par contre, je vais prendre un autre exemple. On parle de plus en plus de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui, on va dire, le thème phare de l'économie numérique? Ce sont des mathématiques, ce sont des algorithmes, c'est de la physique. Donc, il faut renforcer l'enseignement supérieur, l'enseignement de base, et à un certain niveau, quand on arrive à un bac+4 avec le système LMD, ou moins à la maîtrise, arriver maintenant à intégrer ces compétences générales dans des corps de métier appropriés qui ont besoin d'être modernisés à travers le numérique. Et l'autre élément qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, il faut des filières spécialisées, des grandes écoles. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez fait une grande école en France, en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, vous n'êtes pas formé pour une seule matière, vous êtes formé pour manager, pour transformer la société, pour avoir des résultats économiques. Et c'est ce qui manque peut-être en Afrique et au niveau technologique pour avoir des gens qui vont répondre aux besoins de l'Afrique. Monsieur Missi Dimbazi, je vais, quand même avant de marquer une pause dans cette émission, partager quand même une réflexion que, en fait, certains jeunes qui estiment que le numérique aujourd'hui va tellement vite que les acteurs politiques africains n'arrivent pas à suivre. Et pour pouvoir ne pas perdre la main, ils sont obligés de reprimer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on vous revient dans quelques instants.